Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Le sommet européen de ce soir s'annonce décisif. Les États membres doivent en effet se mettre autour de la table pour trouver un accord sur le sauvetage de la Grèce malgré des intérêts et une vision divergents. L'enjeu est simple, il faut sauver l'euro, la monnaie unique. Les États membres doivent donc trouver un accord sur l'effacement de la dette grecque, la recapitalisation des banques ou encore le renforcement du FESF, le Fonds européen de stabilité financière. S'il n'y a pas d'accord, eh bien c'est la monnaie unique qui pourrait être menacée. Dans ce contexte, les sénateurs ont auditionné hier Jean Leonetti, ministre des Affaires européennes, sur l'échec du premier sommet européen qui s'était tenu le 23 octobre dernier. C'est donc cette audition que je vous propose de revoir ce matin. Bonne matinée à tous. Monsieur le ministre, cher président Raoul, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le ministre, d'avoir maintenu cette audition. Elle devait être une audition post-Conseil européen et elle est devenue une audition entre deux réunions du Conseil européen. Celle de dimanche et celle de demain qui sera particulièrement importante. En quelque sorte, vous venez nous voir durant une suspension de séance. Il y aura forcément un écart, grand ou petit, entre ce que nous voudrions savoir et ce que vous allez nous dire, puisque tout n'est pas arrêté. Je dirais même que c'est l'intérêt de notre réunion de ce soir. Cependant, reporter cette audition n'aurait pas été une bonne solution, puisque le calendrier n'était pas propice, avec une période fériée suivie presque immédiatement du G20. Conserver le calendrier prévu était donc la meilleure solution, même si ce n'est pas une solution idéale. Je donne la parole maintenant au président Raoul, qui co-préside cette réunion conjointe de la Commission des Affaires européennes et de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Oui. Merci, Monsieur le Président Sutour. C'est une des premières, en tous les cas, d'avoir une audition commune avec la Commission des Affaires européennes. Je pense que ce ne sera pas la dernière dans le contexte que nous connaissons. Monsieur le ministre, nous avons déjà eu le 11 octobre dernier un débat préalable au Conseil européen, initialement prévu d'ailleurs les 17 et 18 octobre et finalement repoussé au 23 octobre. Vous venez aujourd'hui, comme l'a dit le président Sutour tout de suite, dans une suspension de séance, enfin devant nos deux commissions. Et je remercie en tous les cas le président de la Commission des Affaires européennes d'associer la Commission des Affaires économiques, l'aménagement du territoire et du développement durable, de nous présenter en fait ce que vous pouvez considérer comme des conclusions provisoires, je dis bien provisoires, de ce Conseil européen. Mais je crois que cette audition doit aussi être placée dans le contexte de la crise financière majeure que traverse l'Europe à travers la spéculation sur les dettes souveraines que les dirigeants européens ne semblent pas, à l'heure actuelle, je mets entre guillemets, pouvoir arrêter. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on court après un métro qui a toujours une rame d'avance par rapport à nos décisions. J'ai pas dit un tramway, monsieur Roland Ris. Il faut replacer les décisions prises par le Conseil avec les négociations en cours des sommets de la zone euro, celui du 23 octobre qui n'a pas abouti, celui annoncé du 26, mais qui, lui, n'a pas le droit d'échouer. Que pouvez-vous nous dire sur les points d'accord et ce restant en négociation entre les dirigeants de la zone euro? Le Conseil ECOFIN du 26 doit ainsi aboutir sur des mesures relatives au secteur bancaire qui seront reprises lors du sommet de la zone euro le même jour. Il y a deux choses le même jour, le 26. Quelles sont-elles et quelles en sont les conséquences pour les banques françaises? On vient d'auditionner M. de Romanet concernant la Caisse des dépôts et ses relations avec Dexia, la Banque postale, etc. Un certain remue-ménage qui se produit dans le domaine, en tous les cas, des crédits aux collectivités locales, puisque c'est ce qui nous préoccupait le plus. Qu'en est-il du renforcement des moyens du Fonds européen de stabilité financière et de ses liens avec la Banque centrale européenne? Est-ce que les positions ont réellement évolué? Autrement dit, y a-t-il une possibilité de trouver un compromis le 26? Donc, et ensuite,
Est-ce que vous avez une idée des efforts supplémentaires qu'on demandera le 26 à la Grèce, mais aussi à l'Italie? Et pourquoi pas, par effet de contamination, éventuellement à la France? Merci, Monsieur le Ministre. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir dans cette audition dans laquelle, vous l'avez bien compris, je suis dans une période d'interruption de séance ou de mi-temps, encore qu'il me semble que si c'était une mi-temps, la première mi-temps a quand même apporté un certain nombre d'événements qui permettent à la deuxième d'aboutir plus facilement. Vous l'avez dit, les yeux du monde entier sont tournés vers cette réunion du Conseil, vers ses conclusions, avec des mots qui ont été puisés dans l'univers dramatique, puisque le président Van Rompuy rappelait que c'était le rendez-vous de la dernière chance, et que nous avons, sans regarder le rendez-vous de la dernière chance obligatoirement comme une échéance obligatoire, le sentiment que l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'équilibre monétaire mondial se joue effectivement dans les jours qui viennent. Dans ce contexte, vous le savez, plusieurs sujets ont été évoqués, mais je m'attends bien sûr à ce que les informations concernant la stratégie économique pour la zone euro et la croissance sont les éléments les plus importants que vous attendez. Par ailleurs, on a évoqué le G20, on a évoqué Durban, et dans ce domaine, un certain nombre d'avancées ont été faites. Par ailleurs aussi, les conclusions du Conseil Affaires Générales a contribué à faire en sorte que la croissance puisse être au rendez-vous de l'Europe et que l'on y développe les outils nécessaires pour faire en sorte que la crise monétaire que nous traversons une fois passée, nous ne nous trouverons pas dans une politique uniquement de rigueur, mais en même temps une politique d'avenir et de compétitivité pour la zone euro et pour l'ensemble de l'Europe. Mais si vous le permettez, je vais me limiter au sujet qui nous préoccupe tous et qui est la finalisation d'un accord autour de la crise monétaire. D'abord la Grèce. Côté positif, et il n'y a plus de débat pour le fait de savoir si on abandonne ou non la Grèce. L'Europe n'abandonne pas la Grèce ne sort pas de l'euro. Aujourd'hui, ces choses-là apparaissent comme des évidences. Elles n'étaient pas aussi évidentes lorsque il y avait là aussi une divergence entre la position française qui prônait la solidarité avec la discipline et la position allemande qui prônait la rigueur, quitte à se trouver dans des situations d'abandon de la Grèce. Il faut être conscient de plusieurs choses. Le premier, c'est que le peuple grec est en grande souffrance. Et le deuxième, c'est qu'un plan de rigueur stricte de la Grèce, dans un contexte de mauvaise organisation, pour ne pas dire d'absence d'organisation de l'administration fiscale, de l'organisation du pays, et associé à une récession profonde, ne peut pas aboutir à ce que la Grèce puisse rembourser dans des délais brefs la dette qui pèse sur ses épaules. Cela veut dire de manière plus claire qu'il faut restructurer la dette de la Grèce. Vous le savez, lors des précédentes décisions, l'ensemble de l'institution financière a accepté de renoncer à 21,5% de la dette grecque. Les chiffres qui sont avancés aujourd'hui sont plus élevés. On a parlé de 40, on a parlé de 50, on a parlé de 60. Le débat aujourd'hui est d'abord avec les banques, puisque cette restructuration se ferait à partir d'une décision volontaire du système bancaire. Et en même temps, sur l'importance de cette restructuration, pour ne pas qu'elle apparaisse
les mots sont subtils, comme un défaut ou un événement de marché et qui amène à ce moment-là soit un effet domino, soit une diminution de la notation des banques qui accepteraient d'assumer cette décharge. Sur le deuxième point, qui est l'organisation du Fonds européen de stabilité financière, vous vous en souvenez, vous souvenez de sa création à l'initiative de la France, vous vous souvenez de sa souplesse supplémentaire acquise le 21 juillet et qui a été votée par l'ensemble des pays et qui a abouti à la fin, qui a commencé par la France et qui a fini par la Slovaquie, qui n'a pas été un parcours sans embûches. Rappelons, et c'est pas ici que je dois le faire, mais que il y a 17 et 27 démocraties, et que ces 17 et 27 démocraties, on ne peut pas à la fois reprocher à l'Europe de décider par l'intermédiaire de ses parlements sur des décisions importantes, et en même temps reprocher à l'Europe de réagir avec lenteur. Et donc, au bout de ce cheminement, les décisions qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement du 21 juillet sont pleinement en application. C'est dire que le Fonds européen de stabilité financière est opérationnel. La question de son opérabilité est que, vous le savez, il était doté de 440 milliards d'euros sur des contributions d'État et que la dette de la Grèce va probablement amputer cette somme de 130 milliards d'euros. Ce qui revient à dire que le Fonds européen de stabilité financière se trouve maintenant à 300 milliards d'euros. Ces 300 milliards d'euros sont-ils suffisants pour absorber la dette grecque? Oui. Pas inutile de rappeler que la Grèce, ça n'est que, et ça n'est pas une insulte pour ce grand pays qui a marqué notre histoire et notre démocratie, que de dire que c'est 2% à peine du PIB de la zone euro et 4% de la dette de la zone euro. Et que donc, ça n'est pas insurmontable pour l'ensemble des pays de la zone euro. Néanmoins, dans ce contexte, vous le savez, le phénomène de domino qu'on a connu et qu'on connaît encore fait que d'autres grands pays, et en particulier celle qui a été mise sur la sellette par les marchés financiers et par les agences de notation, l'Italie, elle est la troisième puissance économique européenne. Et que donc, il faut que nous mettions fin à cette contamination. Et pour mettre fin à cette contamination, il faut avoir un Fonds européen de stabilité financière d'un niveau tellement élevé que la tentation spéculative s'écrase contre ce mur financier. On a parlé de 1000 milliards d'euros, on a parlé de 2000 milliards d'euros. Ce qui est important est de savoir comment on obtient ces sommes. Et vous le savez, la France a fouillé une première hypothèse, qui était l'hypothèse d'adosser le Fonds européen de stabilité financière à la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne avait été, je vais peser mes mots, mais était un peu sortie de l'orthodoxie de sa mission en rachetant sur les marchés secondaires des dettes souveraines des États en difficulté. Dans ces conditions, l'ensemble des pays l'avaient accepté, la Banque centrale européenne et M. Trichet l'avaient accepté, à condition que ce soit une situation transitoire. Aujourd'hui, le fait d'adosser le Fonds européen de stabilité financière à la Banque centrale européenne peut remettre en cause deux éléments. D'une part, l'indépendance de la Banque centrale européenne, à laquelle, bien sûr, tout le monde est attaché, la France et l'Allemagne, et puis pourrait remettre en cause l'orthodoxie, la lecture orthodoxe des traités, qui ferait que le Fonds européen de stabilité financière s'assimilerait, comme le souhaitait la France ou comme l'a envisagé la France, à une banque. Devant ces difficultés juridiques, la France n'a pas renoncé à explorer cette piste, mais a bien compris que à la fois les autorités allemandes et la Banque centrale européenne étaient opposées à cette proposition. C'est la raison pour laquelle d'autres pistes sont à l'étude. Vous les avez vues comme moi dans la presse, l'aide du Fonds monétaire international,
la création d'un véhicule particulier destiné à soutenir les dettes des États souverains dans un contexte de partenariat avec des fonds privés et des fonds publics, il faut garder à l'esprit une chose, c'est que il faut trouver un mécanisme qui puisse lever des fonds sans pour autant qu'on se trouve avec une contribution forte des États. Et si je regarde les choses du côté français, une forte contribution à l'alimentation du Fonds européen de stabilisation financière aboutirait forcément à une augmentation de la dette française et peut-être à fragiliser sa note sur les marchés financiers. Et donc l'exploration aujourd'hui en est à dire pourquoi le Fonds européen ne garantirait pas les dettes souveraines ou les obligations des pays possédant des dettes importantes jusqu'à une certaine hauteur, créant un plancher qui garantirait pour ceux qui s'en feraient acquéreurs la possibilité au moins d'avoir ce remboursement de marché et qui permettrait de surmultiplier le volume du Fonds européen de stabilité financière. Vous avez bien compris que je parle au conditionnel et que je n'émets que des hypothèses, puisque là aussi, il faut trouver le mécanisme adéquat qui soit capable de faire l'effet levier sans demander une contribution forte des États avec les inconvénients que ça pourrait comporter. Reste la recapitalisation des banques, avec des éléments qui faisaient que les banques européennes avaient été soumises à un stress test, que 8 d'entre elles avaient mal subi ces tests, que l'ensemble des banques françaises l'avaient réussi de manière positive, et en se souvenant qu'il s'agissait en fait d'un stress test comportant une croissance négative de 2 points pendant une période de plus de 2 ans, et que les banques européennes avaient donc globalement bien subi le test, ainsi que toutes les banques françaises. Il se trouve que Dexia, qui est une situation très particulière, vous le savez, avait subi un stress test qui ne touchait pas au problème fondamental de Dexia, qui était des emprunts à court terme à faible taux sur des crédits à long terme sur des taux plus élevés, et qu'elle a quand même eu de graves difficultés malgré le fait d'avoir subi un stress test. Cela veut dire en clair qu'il convient de revérifier l'ensemble des banques européennes et pas uniquement celles qui avaient subi un stress test négatif. Par ailleurs, et vous l'avez noté, ne recapitaliser que les banques qui seraient jugées éventuellement fragiles crée là aussi un effet de cible qui fait que les marchés financiers auraient facilement identifié les banques fragiles et auraient pu les mettre en difficulté. C'est la raison pour laquelle, et dans l'idée générale que la réponse de ce sommet, de ces sommets européens, doit être une réponse globale, harmonisée et durable, l'idée de recapitaliser l'ensemble des banques a fait son chemin. Le deuxième chemin, à la demande de l'Allemagne, mais qui ne gêne en aucune façon la France, c'est que cette recapitalisation se fasse à partir des États. Il se trouve que l'expertise qui est faite auprès des banques françaises a montré qu'aucune d'entre elles n'avait besoin d'une recapitalisation qui ne soit étrangère à ses fonds propres. Vous le savez, c'était en fait, ça n'est que de l'anticipation du BAL 3. Le BAL 3 devait en 2018 faire en sorte qu'on passait de 7% à 9% de sécurité sur les fonds propres. Et aujourd'hui, les banques françaises peuvent assumer cette augmentation de capital de fonds propres qui doit tourner autour de environ 10 milliards d'euros et faire en sorte que donc, si on compare l'augmentation des fonds propres des banques françaises, dans le premier semestre, elles ont réussi à augmenter leurs fonds propres de 10 milliards d'euros. Et là, l'effort qu'on leur demanderait serait de 10 milliards supplémentaires. Si je rajoute que la dette grecque elle-même reconsidérée expose les banques françaises à 8 milliards d'euros, en gardant l'hypothèse qu'elle serait restructurée à hauteur de 50%, ça veut dire que les banques françaises subiraient une perte de 4 milliards d'euros
qui serait donc relativement facilement absorbé par les 10 milliards supplémentaires, plus les 10 milliards qui ont été acquis pendant le premier semestre. Je rappelle que les banques françaises, à partir de 2008, ont recapitalisé de 50 milliards, qu'elles ont remboursé la dette qu'elles avaient vis-à-vis de l'État par anticipation et à des taux très élevés, et que donc le système bancaire français est plutôt un système bancaire français solide. Tant mieux, puisque ça voudrait dire, j'utilise un conditionnel, que l'État n'aurait pas à contribuer à la recapitalisation des banques et que le deuxième volet de l'action ne serait pas mis en œuvre. Le troisième volet de l'action, c'est le Fonds européen de stabilité financière, et lui, vous l'avez compris, il est plutôt destiné aux banques grecques, les plus exposées à la dette grecque et incapables de se faire recapitaliser, bien évidemment, par l'État grec. Sur les autres points qui ont été évoqués en dehors de ce triangle fort, d'abord l'association des 27 au 17. Je ne sais pas ce que le président de la République française a dit à M. Cameron, mais je suppose que c'était à peu près de la même veine que ce que j'ai dit à mon collègue en Conseil des affaires générales. Il est très difficile de ne pas vouloir être dans la zone euro et en même temps d'y être pour être non seulement informé, mais pour participer aux décisions. Et donc, j'ai dit publiquement à David Livingstone, qui est un homme extrêmement plein d'humour, que s'il voulait mieux connaître la zone euro, il fallait qu'il y rentre et qu'à ce moment-là, il verrait exactement comment ça s'y passe et il pourrait y participer totalement et pleinement. Et le président Van Rompuy, à la fin, à la conclusion, a dit qu'il pensait que les 27 devaient être informés et impliqués dans les décisions qui devaient être prises, mais qu'en aucun cas, il accepterait les amendements de la Grande-Bretagne qui en faisaient une obligation légale. Le deuxième point, c'est la rigueur budgétaire, la discipline budgétaire. Tout le long de cette évolution, on a bien compris que la discipline budgétaire doit être au cœur de nos politiques, sans pour autant faire de la rigueur un élément de récession des peuples en difficulté. C'est la raison pour laquelle le couple franco-allemand a réaffirmé sa solidarité vis-à-vis de l'Italie, mais en même temps sa vigilance vis-à-vis de cette économie majeure qui doit pouvoir assumer une gestion rigoureuse permettant justement de créer la croissance nécessaire qui risque de lui faire défaut dans les années à venir. Cet élément amène au troisième et dernier volet que je voudrais évoquer avec vous, c'est la renégociation des traités. L'Allemagne propose que le traité soit revu avec deux visions. Une vision qui serait d'abord une vision de discipline budgétaire. Bien sûr, on peut comprendre que l'Allemagne et le peuple allemand soient inquiets de voir des grands pays afficher des dettes importantes et être le contribuable habituel de ces défauts. C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait qu'un cadre budgétaire qui ressemble un peu à la règle d'or proposée en France ou à d'autres systèmes qui ont été mis en place en Allemagne puisse être mis en place tout en laissant bien entendu dans ce cadre budgétaire la possibilité à chaque État de décider de l'organisation et de la décision de son budget et donc d'exercer sa pleine souveraineté. Il est bien clair que ça nécessitera la vigilance qu'il y aurait un contrôle a priori ou a posteriori sur les budgets des États pour vérifier que les missions qui ont été, les objectifs qui ont été antérieurement définis pourraient l'être a posteriori. Je suis encore plus dans le conditionnel, vous l'avez compris, puisque cette proposition allemande s'assortit d'un volet que je qualifierais plus de la relance ou de l'économie et qui est une proposition, je dirais, d'initiative française et qui dirait passons à la gouvernance économique européenne. Et si nous constatons que le Fonds européen de stabilité financière associé à l'évolution vers le mécanisme européen de stabilité peut
à certains moments, être à la limite du respect des traités, profitons d'une révision des traités pour faire en sorte que ce gouvernement économique européen soit réellement mis en place. Mais le président de la République a souligné, et il a ressouligné dans la conférence de presse, que c'est une étape supplémentaire vers l'intégration économique et qu'on ne peut pas envisager cette étape supplémentaire sans qu'il y ait un débat et sans que les peuples soient associés à cette évolution, avec tous les risques que ça comporte. J'ai eu tout à l'heure des journalistes qui me disaient de parler d'Europe, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que ça risque pas d'alimenter le populisme et l'euroscepticisme? Alors je crois que c'est de ne pas parler de l'Europe et de ne pas avancer dans la démarche qui nous préoccupe tous, qui comporte effectivement un risque. On a tous un devoir de pédagogie et en même temps d'afficher un volontarisme, le courage et la lucidité de passer à cette étape supplémentaire. Elle ne peut pas se faire, bien entendu, en catimini et dans un contexte à court terme. C'est la raison pour laquelle la position française, là aussi, est assez claire. Utilisons tous les moyens que nous avons en dehors de la révision des traités et faisons en sorte qu'on apporte cette stabilité avec ces murs anti-spéculation que sont le renforcement du Fonds européen, la recapitalisation des banques et la restructuration de la dette grecque. Puis envisageons plus sereinement la révision des traités pour passer effectivement à une étape supplémentaire d'efficacité et de discipline. Donc, et qui allierait bien sûr solidarité et discipline au sein de la gouvernance économique européenne. Sachez toutefois qu'il a été acté que M. Van Rompuy donc, présidera pour les 2 ans et demi la zone euro et en même temps il sera associé au commissaire chargé des affaires économiques pour faire en sorte qu'on ait cette ébauche de gouvernement économique européen qui puisse un jour s'organiser et faire en sorte qu'on puisse utiliser le mot qui ne me choque pas mais qui peut énerver certains, de fédéralisme économique permettant à ce moment-là d'avoir à la fois la solidarité et la protection que nous souhaitons majoritairement. Voilà les éléments que j'ai en ma possession et que je voulais vous livrer. Je vous demande, bien entendu, parce que je suis allé un peu au-delà devant vous des propositions officielles, de considérer que je n'ai brassé que des hypothèses et qu'en aucun cas j'ai fait le prélude d'une décision qui doit se faire mercredi et comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, à la fois avec une réunion économie-finance et avec une réunion des chefs d'État et de gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre intervention. Alors, je vais noter les différentes demandes. Attendez, je vais noter les différentes demandes, mais avant, je vais donner la parole au président de la Commission des affaires économiques qui a des précisions à vous demander. Si je peux. Oui, c'est bien dans les hypothèses qui peuvent être envisagées demain, en tous les cas, dans ces sommets, que ce soit ECOFIN ou... par rapport à la suite logique de ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'audition de M. de Romanet, avec les évolutions des banques, je dirais la recomposition, en tous les cas, d'un certain nombre de capitaux avec la Banque Postale, la Caisse des dépôts et le démantèlement de Dexia. La question qui pourrait se poser, suivant l'une des hypothèses, c'est que si on demande aux banques, je dirais, de verser leur éco ou leur quote-part de 50% sur la dette grecque, comment un certain nombre de banques sont capables de tenir la route et quels effets éventuels ceci peut avoir sur des filiales de banques françaises qui pourraient, par contamination, je dirais, être touchées. C'est pas neutre, cette histoire de 50% de la dette. Je peux comprendre la logique du système, mais s'il y a des morts, enfin, s'il y a des banques qui disparaissent dans l'histoire, qu'est-ce que ça a pour conséquence sur nos banques françaises dont vous avez dit qu'elles avaient vérifié toutes honorablement les tests, mais sur une nouvelle donne qui n'est pas 2% de moins en PIB, là c'est une nouvelle donne, c'est abandonner 50% d'une dette. Donc c'est pas tout à fait la même chose que l'hypothèse qui avait été évoquée lors des tests.
globalement. Monsieur Marc, qui est le premier vice-président de la Commission des Finances. Oui, merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Ministre de ces précisions que vous nous apportez. Le Sénat a examiné, comme l'Assemblée ces derniers jours, la situation de la société Dexia. Et à cette occasion, et à l'issue des différentes auditions que nous avons pu réaliser, nous avons eu le sentiment que la situation des banques pouvait se dégrader à tout instant et être à vive allure dès lors qu'on n'est pas sorti malheureusement des soubresauts de cette crise née il y a 3 ans. Et à cet égard, on a le sentiment qu'on est aujourd'hui rentré dans une crise du crédit qui, quoi qu'il arrive dans le règlement du contentieux présent et des difficultés présentes, va peser certainement sur l'économie pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, c'est un souci d'inquiétude, bien sûr, pour nous tous. Mais ce qui est aussi un souci d'inquiétude, c'est de constater que ce qui a été à l'origine de cette crise, dont on voit aujourd'hui les répercussions en chaîne, c'est la situation du secteur financier et toute la dérégulation qui a été constatée et la dérive du capitalisme financier qui, malheureusement, à l'échelle de l'Europe, n'est pas traitée aujourd'hui, puisque Jean-Pierre Jouyet nous a dit récemment que dans le monde, 75% des transactions financières échappent aujourd'hui à tout contrôle et à toute régulation. Les 3/4 des transactions financières aujourd'hui ne passent en aucune façon au travers de ces modes de régulation que nous essayons de mettre en place. Et dire si demain d'autres conséquences peuvent être ressenties. J'en viens à ma question, Monsieur le Ministre, puisque vous évoquiez cette possibilité de faire évoluer le Fonds européen de solidarité financière. Et vous indiquiez qu'il y avait eu quelques différences d'appréciation entre l'Allemagne et la France. Moi, je souhaiterais que vous nous précisiez quelles ont été les motivations de la France pour l'adossement à la BCE ou la mise en place d'un système de type bancaire, parce qu'on sait quelle est la conséquence imaginée par les Allemands, qui sont très avertis des risques que peut faire courir l'inflation à travers leur histoire, et pas si ancienne, et qui dès lors craignent sans doute que l'inflation soit bien entendu dans la seringue dès lors que ce dispositif serait orienté vers la banque et donnerait à la BCE des moyens d'intervention. Qu'est-ce qui a motivé que la France cherche à obtenir qu'un dispositif de type bancaire soit mis en place en complément ou en adossement du Fonds de solidarité? C'est une question à laquelle on aimerait avoir des réponses, parce que c'est un sujet, aujourd'hui, on a du mal à comprendre les motivations des uns et des autres. Monsieur Chatillon. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a essayé d'évaluer le montant des engagements sur l'Italie? Je parle des banques françaises, bien sûr. Monsieur de Montesquieu. Je vais prendre encore une question et puis vous répondrez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous nous dites que dans les restructurations, on va perdre 20%, 50%, 60% de ce qui est dû par la Grèce. Mais qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'Union européenne pour faire en sorte que l'État grec ait des recettes fiscales? Il semblerait, d'après ce qu'on peut lire, que les contribuables sont aux abonnés absents, que les entreprises ne payent pas vraiment beaucoup d'impôts, que l'Église grecque, qui est, paraît-il, le plus grand propriétaire terrien, n'en paye pas non plus. Alors, qu'est-ce que l'Europe met en place en Grèce pour faire en sorte que ce pays ait des recettes afin d'honorer le restant de la dette? J'ajouterai une deuxième question. Chacun, au fond de soi, sent que ce cadre un peu strict, budgétaire, est indispensable dans la mesure où les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont fait preuve d'une certaine légèreté et même d'absence de bon sens. Mais comment peut-on rendre compatible ce cadre rigoureux et un plan de relance qui est forcément hors cadre? Monsieur Dantec.
Oui, c'était pour aller dans le sens de ce que vient de dire François Marc, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en face de deux crises. Une crise liée donc au déséquilibre budgétaire de la Grèce et d'un certain nombre de pays européens. Et donc, vous l'avez dit vous-même, donc il faut renforcer le Fonds européen de stabilité financière, aller peut-être demain sur une autre gouvernance économique. Et vous dites même, je vous cite, hein, la tentation spéculative doit s'écraser sur ce mur que serait le Fonds européen de stabilité financière. Mais donc ça pose l'autre question, ce qui est qu'est-ce qu'on fait justement par rapport aux capacités spéculatives hostiles. C'est-à-dire qu'on a le Conseil européen, mais on a le G20 derrière. Et si on se contente de traiter la question du surendettement, mais pas les régulations spéculatives internationales, on va courir derrière et être uniquement en défensive. Et donc on ne voit pas la deuxième partie aujourd'hui de la réponse. Alors, dernière question de cette première rafale, Monsieur Courteau. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. En fait, après la Grèce, l'Irlande et le Portugal, si j'ai bien compris, on a ouvert dimanche dernier une prochaine intervention en faveur de l'Italie, qui pourrait être menacée par une onde de choc. Alors, je crois savoir que BNP Paribas serait exposé, m'a-t-on dit, particulièrement exposé sur la péninsule. Qu'en est-il exactement? En fait, protéger l'Italie, troisième économie de l'Union européenne, c'est aussi protéger la France, bien sûr, d'abord, et ensuite la zone euro. Deuxième question, qu'attend-on de l'Italie exactement, en contrepartie, et rapidement? Et puis, quelle est actuellement la situation de la France? Monsieur le Président, d'abord, vous parliez de la dette grecque et de l'éventualité qui pourrait être envisagée de la restructurer à hauteur de 50% et des conséquences que cela pourrait avoir sur les banques françaises. Donc, je rappelle, oui, sur les banques grecques, bien entendu, ça les met face à un séisme insurmontable. Et donc, la seule possibilité pour recapitaliser les banques grecques, c'est le Fonds européen de stabilité financière. Puisque la fusée est à 3 étages, que le premier étage, c'est la banque elle-même, le deuxième étage, c'est les États, et le troisième étage, c'est le Fonds européen de stabilité financière. En ce qui concerne la France, les chiffres ont été redonnés récemment, 8 milliards d'euros pour les banques françaises, 4 milliards d'euros, donc si l'hypothèse de 50% a été retenue, 4 milliards largement à la hauteur des banques exposées. Donc sur la situation telle qu'elle se déroulerait, si on circonscrit le problème à la Grèce, le Fonds européen de stabilité financière est suffisant et les banques françaises se recapitalisent de façon autonome. Monsieur Marc évoquait la situation de Dexia. Bien sûr, c'est une situation, vous le savez, très particulière, dans lequel le mécanisme à la fois très particulière dans le mécanisme qu'elle utilisait, puisque souvent adossée aux francs suisses, elle prêtait à long terme avec des crédits à court terme sur des taux extrêmement bas. Donc avec un problème plus de liquidité que de solvabilité, mais qui à un moment donné, en période de crise, fait bien entendu exploser le système dans sa précarité. Aujourd'hui, vous le savez, vous connaissez le partenariat belge, français, luxembourgeois aussi sur une filiale, l'isolement de la mauvaise dette et qui se traiterait ensuite de manière progressive. Et l'idée majeure de la part de la France et de la Belgique de ne toucher en aucun cas les gens qui ont déposé leurs économies. Et je crois que ça, c'est un élément qui est totalement hors de risque.
Dans ce contexte, vous me posez aussi la question de savoir comment on régule, et c'est une question qu'a aussi posée M. Dantec. Comment on régule quand on a fait tout ça? Parce que si la dette, si on réfléchit pourquoi nous sommes dans cette situation, il y a en fait deux phénomènes conjugués. Il y a un phénomène qui est non pas la difficulté de l'euro, qui est une monnaie plus forte et plus stable que le dollar, c'est la situation de certaines dettes insoutenables d'États de la zone euro. Et que, parallèlement à cette situation d'endettement, en particulier due à l'émergence justement des pays du même qualificatif et de la compétitivité insuffisante de pays qui ont bénéficié de la zone euro, la Grèce bénéficie de la zone euro, elle se trouve avec des crédits aux alentours de 2%, elle a la capacité donc de s'endetter, je dirais, facilement, qu'elle n'aurait pas eu si elle s'était trouvée dans une situation où elle n'était pas protégée artificiellement par l'euro. Ensuite, elle se trouve avec une compétitivité extrêmement faible, et au moment de la crise, au moment où on s'aperçoit qu'il y a un triplement de la dette grecque et que les comptes qui ont été fournis ne sont pas réels et sincères, à ce moment-là, c'est là que se déclenche le phénomène. Donc ça veut dire que, en clair, les trois éléments qu'on a évoqués sont insuffisants, puisqu'il faut le deuxième phénomène qui est la dérégulation des marchés financiers. Et donc là, on passe à la fois sur une stratégie au niveau européen et sur une stratégie au niveau international. Et c'est la raison pour laquelle il y a une stratégie dans la stratégie qui consiste à faire en sorte qu'on essaie de régler les problèmes européens avant d'aborder les problèmes du G20. Je ne crois pas à la théorie de complot et j'ai peu de tendance à la paranoïa, mais je vois bien que lorsque les banques européennes ont des difficultés à s'approvisionner en dollars, il y a peut-être la suspicion d'un certain nombre de banques françaises vis-à-vis du dollar, mais il y a peut-être aussi de la part outre-mer une vision qui consiste à considérer que cette monnaie est en partie concurrente du dollar. Et c'est ainsi. Et qu'en même temps, elle est plus forte et plus stable. Et elle est peut-être même un peu surcotée. Donc, dans ce contexte, il faut qu'au niveau du G20, il y ait une prise de conscience qu'il y a une interdépendance forte et définitive entre la Chine, créancier, mais qui n'a aucun intérêt à voir sa dette s'envoler dans des faillites d'État, et qui a contributeur aussi de la zone euro, les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas une envie obligatoire de voir la zone euro extrêmement forte par rapport au dollar, mais qui n'ont pas non plus intérêt à voir la zone euro s'effondrer, parce que ça entraînerait une impossibilité de croissance pour eux. Donc le G20 est l'occasion à la fois de travailler sur ce que vous évoquiez, que 75% des opérations soient automatisées, nous fait bien comprendre pourquoi on se trouve dans une situation dans laquelle un phénomène s'amplifie immédiatement et extrêmement rapidement. Le fait qu'il y ait des échanges qui se font à la vitesse de la seconde pour augmenter la spéculation est aussi un phénomène qui ne peut pas être accepté. Et sur le plan européen, on voit bien qu'il faut continuer dans la voie où on s'est engagé, c'est-à-dire taxer les banques, oui, pour avoir un élément de surveillance et le financer, faire en sorte de limiter les bonus des traders et faire en sorte qu'on ait une surveillance macroéconomique des bulles spéculatives éventuelles, à la fois sur le plan mondial et sur le plan européen. Donc l'ensemble de ces mécanismes, le G20 vient coiffer les dispositifs de la zone euro, à condition que le G20 ne soit pas pollué par une situation qui ne serait pas réglée dans la zone euro et qui serait le prétexte au concert international à accuser l'Europe de fautes qu'elle n'a pas au moins initialement commises. Donc il faut absolument régler ce problème mercredi et dans les jours qui suivent, le mettre en place pour que la présidence française, en arrivant au G20,
puisse affirmer, et pardon de le dire dans un langage un peu trivial, j'ai réglé mon problème européen, maintenant je viens vous expliquer comment il faut que nous réglions ensemble le problème d'un système monétaire international qui a perdu toute règle, qui s'est détaché progressivement de l'économie réelle et qui, je dirais, s'est tellement autonomisée et virtualisée qu'elle en a perdu à la fois le sens et qu'elle met en danger l'économie mondiale. Sur le... Monsieur Chatillon me pose le problème de l'Italie. Oui, l'Italie, c'est à la fois plus volumineux, plus important, plus fort et donc plus dangereux. On est dans une économie forte. Elle a pris des mesures. Je crois que le message qu'a passé le président de la République et la chancelière, c'est qu'on ne peut aider par l'intermédiaire de la Banque centrale, du Fonds européen de stabilité financière, auquel l'Italie peut avoir recours, que dans la mesure où les décisions qui ont été prises se mettent effectivement en route. Et donc, le passage du verbe à l'action est indispensable pour que la discipline soit effective, que l'ensemble du système soit consolidé, et il n'y a aucune raison qu'on ne croit pas l'engagement, et qu'on n'ait pas confiance dans l'engagement de l'Italie, qui est une économie forte, mais qui est menacée d'une récession si elle ne prend pas les mesures qu'elle prend pas rapidement les mesures qu'elle avait initialement annoncées. Sur M. Montesquieu, on parle de la rigueur et de la relance, et il a parfaitement raison. On a bien vu que la Grèce, qui s'est trouvée à un moment donné dans une période, enfin qui se trouve maintenant dans une période de récession, est dans une période de récession durable, qu'elle a une absence totale d'organisation administrative, et que donc on ne peut pas à la fois lui infliger la rigueur et lui demander la croissance, et que la croissance ne peut pas arriver dans ce contexte. C'est la raison pour laquelle, à la fois, il y a la surveillance par la Troïka, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission, qui surveillent effectivement les avancées et les situations évolutives de la dette grecque, mais il y a aussi les experts qui viennent en appui, non pas comme des censeurs, mais comme des accompagnateurs de l'organisation nécessaire de la collecte de l'impôt, ne serait-ce que cela, de l'organisation du cadastre, de la collecte d'une taxe, d'une TVA, et de la mise en place des engagements courageux, compris la Grèce. Et vous avez raison de faire ce geste, ça va prendre plusieurs mois, voire quelques années. Cela signifie en clair, et c'est la raison pour laquelle il faut passer à la restructuration de la dette, pour qu'on puisse faire penser qu'à un moment donné, la Grèce peut revenir sur la place des marchés financiers, ce qu'elle n'est incapable de faire aujourd'hui. Donc, la rigueur, oui, mais la rigueur surtout dans la capacité à mettre en place des structures qui permettent la croissance de demain. Le déficit grec, 17 milliards, la fraude fiscale, 17 milliards. Je ne dis pas que c'est le seul pays à avoir une fraude fiscale, hein, je veux dire, mais ni à avoir du déficit. Mais les deux chiffres disent bien qu'on n'est pas dans une culture du prélèvement de l'impôt. Hein, voilà. Et tous ceux qui, comme le président, sont des amoureux de la Grèce comme moi et qui y vont fréquemment se rendent compte que il y a des habitudes qui ont été prises et qui sont difficiles à changer. Montesquieu disait qu'il était plus facile de changer les lois que de changer les mœurs. Et je crois qu'il avait, s'il voyait la situation grecque, il l'approuverait. J'ai répondu à M. Le Dantec avec la réponse. Alors, il y a deux éléments. On va les rendre compatibles. D'une part, il y a deux façons de pouvoir travailler. D'abord, la Troïka surveille, elle débloque les fonds. Déblocage des 8 milliards, donc immédiat de la 6e tranche. Le deuxième volet, c'est comment on relance l'économie grecque. Excusez-moi, je me suis mal exprimé sur moi.
dans les pays majeurs, disons, de l'Europe, on pense à cet encadrement, règle d'or ou autre. Oui. Admettons qu'à la suite des égarements des divers gouvernements en France, par exemple, droite et de gauche, qui ont perdu souvent le bon sens pour la facilité, comment peut-on rendre compatible cet encadrement, qu'on peut appeler autrement que règle d'or, cet encadrement, et un plan de relance qui est forcément hors cadre? Alors, je vais prendre l'exemple de la France et l'exemple de la Grèce. Donc, pour finir avec la Grèce, il y a les 8 milliards qui sont débloqués par la Troïka, ça c'est l'aide, et puis la 6e tranche, et puis il y a les fonds structurels. Est-ce qu'au niveau européen, il ne faut pas commencer à se poser la question de ne pas retomber dans les travers antérieurs? La Grèce a bénéficié de fonds structurels, elle a bénéficié de fonds de cohésion. Je ne dis pas qu'en a-t-elle fait, je dis simplement que probablement, ils ont mal été utilisés. Et peut-être qu'aujourd'hui, les fonds européens, dans le cadre du budget européen, peut-être qu'il faut réfléchir à dire oui à la cohésion, oui aux fonds structurels, oui à l'aide des territoires, oui aussi et bien sûr à l'aide de la recherche, mais à condition qu'on se mette franchement dans la double mission de la croissance de demain, ce qui n'a pas été fait pour la Grèce d'un côté, et de la discipline budgétaire de l'autre. Alors, bien sûr que ça mettra du temps, mais si on ne met pas la Grèce portée par ces deux piliers fondamentaux, l'organisation et la rigueur budgétaire d'un côté, et de l'autre côté, une capacité de relance, eh bien, on n'aura jamais la possibilité de retrouver la Grèce sur les marchés financiers. Pour la France, s'il y a aujourd'hui une position du gouvernement initiée par le président de la République, c'est bien de dire il y a une règle d'or et il y a des dépenses d'avenir. Souvenons-nous de ce débat sur les dépenses d'avenir. Les faut-il, les faut-il pas, les faut-il à hauteur de 30, 40, 50, 70 milliards, 100 milliards. Rappelons-nous du rapport Rocard-Juppé. Rappelons-nous de l'expression qui m'avait beaucoup plu, 35 milliards, c'est l'épaisseur du trait. C'est l'épaisseur du trait de la dette en plus pour une relance. Regardons la façon dont on utilise ces 35 milliards. Il y a des projets, ils sont retenus, ils sont sur des jurys internationaux dont personne ne conteste la qualité et qui nous permettent d'avancer sur ce que sera la croissance de demain en France, qui est une croissance qui sera basée sur l'innovation et sur la recherche. Et donc d'avoir, et sur l'université, et d'avoir choisi donc ces axes-là, ça présage effectivement que oui, bien sûr, la France est en difficulté comme tous les pays endettés, mais en même temps, il y a derrière une relance sur un objectif particulier ciblé, et j'espère que ce qui a été fait pour la Grèce, ce que la France a décidé courageusement de faire pour son pays, eh bien ça sera aussi décidé au niveau européen, parce que le prochain budget, les prochains budgets, si c'est des budgets à la fois autonomes, qui tirent leurs recettes d'une taxe sur les transactions financières, qu'elle n'est plus dans cette situation un peu schizophrénique dans laquelle on demande au Parlement français, Parlement des États membres, de voter une ligne budgétaire sans qu'ils aient la capacité de dire à quoi est destinée cette ligne. Puis ensuite, deuxième frustration, que les députés européens aient sous les yeux la ligne budgétaire encadrée sur laquelle ils peuvent uniquement ventiler l'ensemble des dépenses. Je trouve qu'il y a là, permettez-moi de le dire, qui a été longtemps parlementaire et qui espère l'être à nouveau un jour, que dans le contexte... On ne le souhaite pas, monsieur le ministre. Oui, je ne sais pas s'il faut me le souhaiter ou pas me le souhaiter. Il y a comme dans toute l'Europe des avantages et des inconvénients aux deux situations. C'est-à-dire que, bon, vous m'éviterez les commentaires. Dans ce contexte-là, le fait de dire il arrive au niveau européen quelque chose qui est indépendant des États membres. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la logique du juste retour, du I want my body back de anglo-saxon, du chèque britannique.
de la volonté de retrouver au travers de fonds structurels ou de fonds de cohésion l'argent qui a été investi. Et cette obsession que nous avons, quand on dit la France a donné 18 milliards, combien on a eu en retour? Et oui, mais combien l'Europe peut-elle gagner en croissance si on trouve que ce budget s'oriente non plus vers un retour juste et injuste, mais plutôt vers une croissance qui est profitable à l'ensemble et qui ne nous oblige pas un jour à être dans l'aide d'un autre pays État membre parce qu'il n'a pas effectué les réformes nécessaires pour obtenir la croissance. Les pays qui sont en forte croissance, regardez la Suède, regardez le Danemark, regardez l'Allemagne, regardez le Canada. C'est des pays qui sont passés par des phases où, à un moment donné, ils ont fait ce double choix. Le choix de l'avenir et de la croissance et le choix de la rigueur. Et arriver à maintenir les deux, j'ai l'habitude, Marc Donis le sait, d'avoir un rallye à Antibes. Et j'ai toujours vu les grands compétiteurs m'expliquer que pour bien effectuer de la vitesse dans une route sinueuse, il fallait savoir appuyer à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Eh bien, c'est pas facile, mais c'est probablement comme ça qu'on ne part pas dans le décor et qu'on arrive à terme. L'accélérateur de la relance et de la croissance et la rigueur du frein budgétaire, c'est les deux éléments qui doivent nous guider à la fois dans la politique européenne, mais peut-être, bien que ce ne soit pas l'objet de mon propos, dans la politique française. Contrepartie de l'Italie, que l'Italie mette en place ce pourquoi elle s'est engagée. C'est ça la vraie contrepartie, M. Courteau. Il n'y a pas de contrepartie particulière, mais je crois que le message a bien été rappelé, y compris en conférence de presse par le président français et la chancelière allemande. Effectivement, la solidarité ou la générosité, sans le contrôle, c'est la faillite des États, c'est la Grèce. La rigueur, sans la solidarité, c'est la récession et la misère des peuples. Les deux associés, la rigueur, la discipline budgétaire et la solidarité pour la croissance, ça, c'est peut-être effectivement l'efficacité que l'on peut espérer pour l'Europe et pour notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Avant qu'une nouvelle série de collègues vous interroge, encore que vous avez été jusqu'à présent extrêmement complet, moi je voudrais faire une remarque teintée d'inquiétude. C'est la mode. Je ne sais pas si c'est la mode, mais... Enfin, c'est l'air du temps. Sur ce que vous avez indiqué au sujet des fonds structurels européens, de la politique de cohésion. Puisque nous sommes dans une période d'élaboration du budget européen pour la période 2014-2020. Oui. Et au niveau de la Commission des affaires européennes du Sénat, nous sommes très attentifs à ce sujet. Et nous avons, avant l'été, voté, à mon initiative et à celle de Yann Gaillard, sénateur de l'Aube, une proposition de résolution soutenant la notion de région intermédiaire. Et oui, non, mais moi, ça ne me fait pas sourire. Non, mais ça me fait sourire voilà. parce que c'est un sujet complexe et intéressant. C'est, Monsieur le Ministre, un vote unanime du Sénat. Donc, je crois que ça doit être pris en compte. Et ça suivait un rapport que nous avions élaboré aussi avec le même collègue conjointement sur l'avenir de la politique de cohésion. Est-ce que vous avez indiqué sur l'utilisation des fonds structurels en Grèce? Je ne voudrais pas que ce soit un argument de plus pour réduire la part de cette politique dans le budget européen. Donc voilà, je souhaitais marquer un peu le coup. Et puis je vais donner la parole à d'autres collègues, et puis vous me répondrez comme aux autres collègues ensuite. Qui demande la parole? Monsieur Delebarre. Pour aller dans le sens de ce que vient dire le président, monsieur le ministre, certains bons esprits européens. Et je crains que dans ces bons esprits, il y ait la chancelière et le président de la République française. Imagine que si un pays... Pardon ?
Bon début, votre intervention, Monsieur le Ministre. Ah, mais vous savez, en venant au Sénat, je fais des progrès. Hein. Je reviens donc sur ces bons esprits. Ils ont imaginé que si un pays ne respectait pas les engagements fondamentaux, il pourrait y exister des mesures de rétorsion sur la politique de cohésion à l'égard des régions de ce pays qui ne respecteraient pas. Non, pas du tout. Je ne crois pas du tout que ce soit le bon sens. C'est-à-dire qu'on va faire payer à des régions qui ne sont pas nécessairement coupables de la position nationale du pays. On va faire payer en rendant plus difficile leur développement, parce qu'on leur supprimera des éléments de la politique de cohésion, parce que le niveau national ne s'est pas bien conduit. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne pratique quand on veut essayer de jouer le développement de ces territoires et des pays. Donc cela m'inquiète. Monsieur Daunis. Oui, juste une petite remarque d'abord préliminaire. Je crois qu'il est heureux que les banques françaises aient une recapitalisation autonome au vu de ce qu'elles ont distribué comme dividendes, ne serait-ce que l'année dernière. Je crois qu'il aurait été assez mal compris qu'il en soit autrement. Je ferme la parenthèse. Simplement, oui, une deuxième petite remarque. Vous avez parlé, Monsieur le Ministre, de dette insoutenable. Je crois que le concept est quand même assez délicat à manier, parce que est-ce que c'est le montant ou la nature? Si on regarde le montant proportionnel, on regarde la dette japonaise, on est sur une toute autre échelle de valeur. Et la grande différence, c'est quand même que, je crois, de mémoire, plus de 60% de la dette en question est détenue par les Japonais eux-mêmes, ce qui rend la nature de la dette différente, et non pas que le montant. Donc cette notion de dette insoutenable, à quel moment on considère qu'elle est insoutenable et par rapport à quels critères? Je crois que ça mériterait d'être un peu éclairci et travaillé, d'autant plus que si c'est ce qui doit justifier après une spéculation sur la dette et que cette spéculation puisse être livrée sans qu'il y ait des régulateurs efficaces, ça mériterait effectivement qu'on s'y attarde quelque peu. Vous avez parlé d'un couple discipline-solidarité. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il reste la discipline et que la solidarité ait quelques difficultés à se mettre en œuvre? Si, vous avez parlé de croissance de demain sur l'innovation et la recherche, mais on sait très bien que cette croissance de demain autour de l'innovation, conséquence de l'innovation et la recherche, demande, pour être traduit en politique industrielle, des liquidités. Premier problème, nous sommes aujourd'hui confrontés à ce problème des liquidités qui va être un frein pour la croissance. Deuxième conséquence, est-ce qu'on peut parler de ce fameux couple discipline-solidarité sans une taxation sur les transactions financières et avoir en la matière une politique qui soit au niveau européen acceptée pour que on puisse avoir paradoxalement, j'allais dire, les moyens de sa politique. Et enfin, je suis persuadé que la question des euro-obligations n'aura pas été oubliée et toujours dans les négociations qui sont conduites. Juste, Monsieur le Ministre, si vous avez un petit éclaircissement sur ce dernier point. Monsieur Benoît-Huré. Oui, non, je pense avoir heurté un peu notre collègue, Monsieur le Ministre Delbar. Quand je disais que c'était le bon sens, peut-être que le mot n'était pas forcément approprié, mais si vous n'avez pas un minimum de règles, on se retrouve vite dans les impasses que l'on connaît aujourd'hui. Et comment imaginer cette construction qui ferait que des régions d'un même pays seraient victimes du comportement de l'État? Enfin, je pense que les choses sont plus imbriquées, parce que quand on est région, on est aussi pays. Et en tous les cas, je crois qu'il faut qu'il y ait cette menace.
alors à ce moment-là, pour que les autorités régionales d'un pays soient suffisamment vigilantes et exigeantes vis-à-vis de leur État ou de leur gouvernement, quoi. Mais on ne peut pas imaginer ne pas avoir au moins mettre en avant ce risque de rétorsion, et à partir des fonds structurels par exemple, si on ne respecte pas la règle, parce que le système explosera très rapidement et connaîtra vite ses limites. D'autres interventions avant de laisser le ministre nous répondre? Non? Donc, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci de ces questions extrêmement pertinentes, bien que complexes. Pour répondre en sens inverse directement à M. Heuret, la force sans la justice, c'est la tyrannie. Et la justice sans la force, c'est l'impuissance. C'est pas de moi, c'est de Pascal. C'est quand même quelque chose qui doit nous inspirer dans nos politiques qui doivent être équilibrées. Et paraît logique qu'on évoque effectivement cette contrainte pour qu'on n'ait pas, en prenant un taxi en Bretagne, le chauffeur de taxi qui vous dise monsieur, vous faites de la politique, vous, surtout ne nous faites pas payer pour les Grecs, ils ont triché. Et que cette phrase populaire ne devienne pas une vague populiste qui s'étende à l'intérieur, comme je le vois aujourd'hui, de l'Allemagne, avec nous avons fait l'effort, nous avons absorbé l'Allemagne de l'Est, nous avons restructuré toute notre organisation sociale, nous avons mis des plans de rigueur en place, nous avons un euro fort parce que nous avions un marque fort, et aujourd'hui vous nous demandez d'être solidaires de ceux qui n'ont pas fait l'effort nécessaire. Vous le savez, ce n'est pas la position de la France d'abandonner la Grèce, et donc cette solidarité-là, elle ne peut pas ne pas s'assortir d'une certaine discipline. Pour les perspectives financières, deux sujets. Un premier sujet global. Les perspectives financières ne peuvent pas s'affranchir des situations des États membres. Les États membres, tous les États membres, et probablement plus ailleurs qu'en France, subissent violemment les contre-coups de la crise. Et tous ont des plans de discipline ou de rigueur budgétaire. Je vous rappelle que l'Espagne est à 21% de chômage, que le salaire en Grande-Bretagne a baissé de 30%, que ce même pays a licencié 500 000 fonctionnaires, que les salaires ont baissé dans la plupart des pays de la zone euro, et même pas uniquement en République tchèque ou en Roumanie, mais aussi au Danemark. C'est dire qu'on se trouve dans une situation où il est quand même difficile de dire ici il y a budget rigueur parce que c'est l'État et le gouvernement de l'État membre, et ici il y a budget ouvert parce qu'on est dans l'Europe, sans qu'on ait fait l'expertise. On n'a fait qu'une expertise véritable, c'est celle de la PAC. Et on l'a fait plusieurs fois. On n'a pas fait l'expertise de la politique de cohésion, on n'a pas fait l'expertise de la politique de recherche. Donc, qu'on réfléchisse à des situations qui sont des situations nouvelles, qu'on ne coupe pas les crédits à des politiques qui sont menées depuis longtemps et qui ont montré aussi l'intérêt qu'elles avaient pour les peuples. Mais je le répète, Monsieur le ministre, constatons que quand même la Grèce a bien mal utilisé ou profité des aides qu'on lui a apportées dans ce domaine. Parce qu'elle a utilisé la solidarité, mais elle n'a pas utilisé la relance, elle n'a pas réfléchi à sa croissance. Ça se discute, ça. Et dans une situation dans laquelle il y avait une croissance mondiale, ça ne se voit pas. À partir du moment où il arrive le grain de sable de la crise internationale, les économies qui étaient soit dans des bulles spéculatives comme l'Irlande ou l'Espagne, soit dans des situations de dette insoutenable, Monsieur Donis, à ce moment-là, le problème arrive vite à créer des situations de crise, d'aggravation de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une dette insoutenable? C'est une dette c'est pas le volume de la dette, vous avez bien raison. C'est la capacité du pays à répondre à cette dette. Si vous regardez la dette de l'Italie, par exemple, elle n'est pas si volumineuse que ça. Elle est, oui.
elle est importante, mais sur la troisième économie, elle ne pose pas de problème. Mais si vous mettez en perspective une croissance négative, une chute du commerce extérieur, alors là, oui, vous dites, ah oui, mais la dette, elle n'était pas si importante que ça, tant qu'il y avait une croissance, mais en période de récession, et si la période de récession est prolongée, bien on se retrouvera devant une dette qui, effectivement, est insoutenable. C'est pour ça que la Grèce a une dette insoutenable. Elle est en récession, elle n'a pas de commerce extérieur, elle n'a pas de politique de croissance qui a été mise en place, elle n'a pas d'organisation de collecte de l'impôt, même pour ceux qui devraient ou pourraient le payer, et enfin, elle a une dette qui est à 185% de son PIB. Donc tout ça fait que c'est l'ensemble de la conjonction qui dit, oui, la dette, elle n'est pas soutenable. Pas prendre d'autres comparaisons, mais la dette américaine est gigantesque et pourtant soutenable pour des raisons qui sont différentes. C'est que le dollar étant, les États-Unis étant eux-mêmes les producteurs de dollars, ils peuvent trouver les moyens de faire en sorte que leur dette soit soutenable. Donc l'insoutenabilité, c'est parce qu'il y a à votre porte quelqu'un qui frappe et qui demande le solde, ou qui ne croit plus que le solde, que vous puissiez donner rembourser votre dette, et qui dégrade votre note. Mais un mot sur les agences de notation, sur lesquelles j'ai dit beaucoup de mal, et je ne le regrette pas, mais pour autant, regardons avec une certaine lucidité. C'est un thermomètre qui mesure la fièvre. Le thermomètre n'est pas très bon, mais ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'il n'y aura plus de fièvre. Et en même temps, l'organisation telle que le propose la France au niveau européen, qui est de la surveillance, de la déclaration des critères objectifs nécessaires et de l'absence d'opacité sur les décisions prises, fait qu'on a besoin aussi d'agences de notation. L'agence de notation, c'est rien d'autre qu'un élément extérieur qui dit je ne suis pas sûr que vous avez payé votre dette, et comme je ne suis pas sûr dans le contexte actuel que vous allez payer votre dette, je monte le taux d'intérêt. Je veux dire que c'est bien sûr qu'il fragilise les économies, mais il fragilise les économies endettées. Et si les économies n'étaient pas aussi endettées, elles ne poseraient pas de problème. Les agences de notation n'ont jamais posé un problème en Allemagne. Donc, soyons forts pour ne pas se trouver face à la spéculation, plutôt que d'essayer de supprimer d'un trait de plume la spéculation. Nous n'y arriverons pas, et vous avez parfaitement raison de dire que la taxation des transactions financières est une des solutions majeures. Et le président de la République a dit que c'était une obligation morale, économique et politique. Morale et politique parce que ça n'est pas complètement anormal que l'origine de la crise, même si elle se perd un peu dans la nuit des temps avec Lehman Brothers et qu'elle n'était pas tout à fait de même nature, c'est quand même les marchés financiers. Et que ce soit le prélèvement sur les marchés financiers qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle, qui viennent en partie financer la situation dégradée dans laquelle se trouve l'ensemble des États, ben c'est une bonne réponse au populisme. C'est une bonne réponse à ceux qui disent et eux, ils payent quand? Eh bien, ils payent par la taxe de transaction financière. En même temps, si de 20 à 70 milliards, selon les hypothèses, rentrent dans le budget de l'Europe, ça donne la possibilité d'apporter la croissance, d'apporter la relance. Après tout, peut-être qu'on peut imaginer, de manière un peu manichéenne, et ce n'est jamais comme ça que ça se passe, que les États membres appliquent la discipline contrôlée, et puis que l'Europe s'occupe de l'avenir et qu'elle mutualise en subsidiarité, un peu comme dans une intercommunalité, l'intérêt général tout en préservant les intérêts particuliers, et qu'elle fasse donc la croissance nécessaire pour demain. Volontiers. Le commissaire au budget indique que si la taxe est instituée et qu'elle a un produit, sa proposition sera que ce produit se substitue aux recettes actuelles de l'Union, que ce ne soit pas une recette supplémentaire. Pouvez-vous m'indiquer quelle est la position du gouvernement français à cet égard? C'est une bonne question, ça.
Vous avez donné la bonne réponse. Aujourd'hui, le gouvernement français dit qu'il faut substituer des recettes propres européennes à la contribution des États membres. Ça fait 0, mais ça fait une dynamique. Ça peut même faire moins. Non, ça ne fera pas moins. Mais en tout cas, que ça vienne en déduction de la contribution des États membres qui sont dans une situation budgétaire difficile, ça n'est pas non plus totalement irrationnel. Et qu'en même temps, on retombe sur l'économie, ce qu'on imaginait initialement, et qu'on dise, je ne veux pas que ma monnaie revienne ou que mon argent revienne, il n'y a pas de juste retour, puisque le retour est moindre, puisque la contribution a été moindre, c'est aussi un cercle vertueux qui se met en place. En tout cas, sur le plan moral et politique, je crois que tout le monde peut être d'accord. Sur le plan économique, ça vient en déduction des États membres, donc ça vient en allègement des budgets, que ce soit le budget européen ou le budget des États membres. J'ai bien noté que toute recette obtient rapidement une affectation multiple et cumulative. Voilà. Mais en attendant, mettons-la en place. Et puis, justement, à ce niveau-là, vous pensez vraiment que les Anglais vont accepter Non. Voilà, c'est ça. Non. Quelle est la possibilité de mettre en place s'il y a un refus absolu des Anglais au Conseil et au G20 ? Il y aura un refus des Anglais, il y aura un refus des Anglais, probablement des Suédois, il y aura un problème de ce type. Ça peut être envisagé. Ça veut dire qu'il faut trouver le taux suffisamment bas pour que le déplacement des places financières se fasse pas et que pour autant il y ait une recette substantielle. Oui. Ce sera dans la zone euro. Voilà. Vous savez, il faut être ouvert. On va le proposer dans le cadre du G20. Bon, si l'ensemble des pays du monde n'en veulent pas, on proposera dans le cadre européen. Si l'ensemble des pays européens n'en veulent pas, on proposera dans la zone euro. Mais alors, sans reprendre le débat qu'on avait eu la semaine dernière, est-ce qu'une des questions justement par rapport au G20, par rapport à cette taxation, c'est pas justement à quoi sera imputée cette recette, et si on veut créer des deals mondiaux, il faut aussi que les pays du Sud voient passer une partie de la recette. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut sortir effectivement d'une logique purement euro. Je ne veux pas m'avancer sur l'affectation d'une recette qui n'existe pas. Mais si ça rentre dans le budget européen, il a une politique de développement, il a une politique d'aide aux fonds européens, il a une politique d'aide de cohésion, il a une politique de fonds structurels, il a une politique sur la recherche. Restera. C'est plus facile d'affecter la recette que de l'obtenir. C'est sûr. C'est parfait. Monsieur Bailly, une dernière question. Oui, une dernière question, parce que j'étais un peu surpris, s'il vous plaît, j'étais un peu surpris, Monsieur le Ministre, quand vous avez lié la mauvaise utilisation des fonds structurels à, par exemple, la situation de la Grèce. On peut critiquer une gestion interne sur une fiscalité, mais sur quelle analyse, sur quelle évaluation vous vous basez pour tenir une telle appréciation ? Lorsqu'on voit un pays qui est rentré dans la zone euro déjà depuis plusieurs années, qui est rentré dans l'Europe depuis très longtemps, et donc qui a bénéficié d'une aide depuis les années 80, et que l'on constate aucune économie de marché à l'intérieur, on peut se poser la question si l'argent, par exemple, le fonds structurel qui arrive aujourd'hui de 8 milliards, il est destiné à organiser l'administration à l'intérieur du pays. Est-ce qu'un pays qui est dans l'Europe, dans la zone euro, qui a la culture, le patrimoine et le passé de la Grèce, n'aurait pas pu utiliser cet argent pour faire en sorte qu'il organise un État, une administration d'État, qui soit capable de contrôler, d'évaluer, de réagir, et puis même dire il n'y a pas de tabou. Pourquoi il n'y aurait pas d'activité de recherche, de développement, d'industrie dans le territoire grec? Rien
Et ce pays est incapable d'exporter quoi que ce soit aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque l'on dit ils n'ont qu'à retourner au drachme, comme ça ils auront une grande compétitivité. Pour avoir de la compétitivité, il faut avoir de l'exportation. Il n'y avait pas d'exportation. À quoi ça vous sert d'avoir une compétitivité, une dévaluation de votre monnaie? Ça ne sert qu'à appauvrir les peuples. Donc, je ne dis pas que c'est la faute au peuple grec. Je ne dis même pas que c'est la faute aux dirigeants. C'est aussi la faute à l'Europe qui appliquait à ce moment-là la distribution dans une période de croissance sans se préoccuper d'un avenir qui pouvait être plus incertain. Mais enfin, il est toujours facile de faire les comptes à rebours et de refaire le passé à la lumière du présent. Ça, je suis complètement d'accord. Mais constatons qu'aujourd'hui, ces fonds, quand on va les verser, les 8 milliards, à côté des 8 milliards d'aide, les 8 milliards de fonds structurels, essayons de faire en sorte que les experts l'utilisent pour organiser ce pays et cibler ses dépenses vers la croissance de demain. Sinon, on se retrouvera dans le tonneau des Danaïdes, très grec. Les eurobonds, monsieur. Voilà, c'est au moment où je crois ça. Voilà. Non, mais c'est toujours comme ça. Christophe Parizeau, ça le fait bondir, les eurobonds. Voilà, je disais l'autre jour, mon nom est bon, heureux bon. Voilà. J'ai, à partir de là, le permis d'aller sur le marché, mais j'ai aussi le permis de prendre des risques. Qu'est-ce que c'est en fait les eurobonds? Vous le savez tous ici, c'est la mutualisation immédiate de la dette. La mutualisation immédiate de la dette, c'est le fait de se trouver, de convaincre l'Allemagne de se trouver avec le même titre d'émission de dette que la Grèce. La France aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse être exposé de cette façon. En revanche, si ça ne doit pas être l'élément initial, ça peut être l'élément final. Qu'est-ce que c'est que le montage, finalement, d'un fonds européen de stabilisation financière qui garantirait, sous le biais d'un véhicule, la possibilité d'assumer 10, 20, 30% de la dette souveraine des États? C'est assumer la garantie de titres, de bons de trésor, de dettes souveraines de pays en situation de difficulté. Donc, moi, pour les eurobonds... Non, mais le problème est toujours de savoir quand est-ce qu'on fait. Si on fait, comme il l'a été proposé, immédiatement la mise en place de rebonds, elle n'a pas d'intérêt et elle risque de dégrader la note des eurobonds concernés. Je vous rappelle qu'il y a une agence de notation qui a dit qu'elle, par sécurité, elle les classerait avec la même cotation que la dette grecque. Donc ça, c'est quand même un élément qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Ça veut dire que pour la France, c'est une augmentation de ses crédits, et pour l'Allemagne aussi, de ses taux d'intérêt. Pour l'Allemagne, c'est 5 milliards par an. Est-ce qu'on peut faire accepter ça? Pour la France, c'est 2 milliards. Est-ce qu'on peut faire accepter ça dans un budget en disant on va créer des obligations européennes? Et effectivement, ça calmerait le marché. Je dirais même que le marché le réclame. Le marché serait très heureux de changer des obligations portugaises contre des obligations européennes garanties par l'Allemagne et par la France. Et donc on ferait paradoxalement le jeu des marchés. Qu'au bout du compte, on se retrouve dans une situation où, en solidarité, après avoir organisé la discipline et les piliers ou les murailles, comme vous voulez, de la défense contre la spéculation, on puisse dire, ah ben maintenant, on a mis en place la discipline, on a mis en place les éléments de solidarité. Le Fonds européen de stabilité financière peut intervenir à hauteur importante, dissuadant toute action spéculative. On a en même temps restructuré la dette grecque et les banques l'ont assumé. On peut envisager à ce moment-là que les euro-obligations arrivent. Elles arrivent d'ailleurs, vous l'avez compris, dans le contexte d'une Europe intégrée. Comment pourrait-on imaginer des eurobonds si on n'était pas dans une Europe intégrée, économiquement intégrée, et avec une harmonisation fiscale, et j'ose le mot, en partie sociale.
parce que c'est quand même difficile d'envisager que un peuple que je ne nommerai pas et qui a son niveau de retraite à 67 ans se mette à émettre des eurobonds en faveur d'un autre peuple que je ne nommerai pas, mais qui a une retraite à 60 ans. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, et peut-être que le Premier ministre un jour l'a dit un peu maladroitement, mais la convergence, l'harmonisation de l'économie, ça n'est pas uniquement l'harmonisation d'une économie fiscale. C'est obligatoirement un socle, et d'ailleurs la France le défend comme un socle au niveau du G20, un socle de sécurité sociale au sens d'un socle social garanti qui permettent effectivement de dire, ben voilà, ça c'est le minimum qu'on impose à l'ensemble des peuples. S'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin, et s'ils en ont les possibilités, c'est leur choix, mais il doit y avoir aussi un plancher de garantie sociale sur l'ensemble des pays européens, et c'est une des propositions qu'il faut aussi faire. On ne peut pas non plus expliquer au peuple que tout se fait dans l'économie et dans la finance. Ça se fait aussi dans le social, ça se fait aussi dans la croissance, ça se fait aussi dans l'emploi. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de ce dispositif fait que lorsqu'on aura intégré une partie de notre économie, si nous l'acceptons, eh ben, ça veut dire qu'on aura conservé la liberté de ne pas être soumis aux spéculateurs, mais que cette liberté, elle s'assortira d'une discipline communautaire qui fera en sorte qu'à un moment donné, on se mettra des règles et que la règle d'or imposera d'autres règles ultérieures. Je n'entraîne pas l'enthousiasme des foules lorsque je dis cela, mais je veux quand même éveiller dans l'esprit de chaque parlementaire le fait qu'il y a quand même la convergence, c'est pas uniquement la convergence fiscale. Sur les régions intermédiaires, rappelons simplement que la France défend l'équité. Chaque région à même niveau doit avoir les mêmes possibilités. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire? Si, lorsqu'elles sont entre 75% et 90%, elles sont dans une région, dans une zone intermédiaire qui leur permet d'amortir le fait qu'elles sont passées à une étape différente et qu'elles ne perdent pas brutalement les possibilités d'aide européenne, c'est une logique. Si par contre on sécurise qu'à cet endroit, celles qui étaient au-dessous et qui passent au-dessus conservent les moyens, mais celles qui étaient déjà au-dessus ne l'ont pas, il y a une inéquité évidente entre les régions. Et si on dit il y a une région intermédiaire qui se trouve entre 115 et 90 et qui ne correspond pas uniquement aux régions qui sortent des critères de convergence, eh bien on se trouvera obligatoirement dans une situation de disparité. Un petit mot de M. Émorine et après on conclut. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que nous avons entendu pendant 1h30 peut plutôt nous inquiéter. Mais je vous rappellerai, Monsieur le ministre, et je le souhaite, c'est ce que Jean Monnet pouvait dire. L'important dans la vie n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, c'est d'être déterminé. Alors ce que je souhaite surtout, c'est que vous soyez déterminés avec vos collègues. Merci. Monsieur le Président. Oui, tout d'abord, je vous remercie. Je donne la parole, je ne devrais pas le faire. Je suis désolé, c'est des anciennes habitudes de parlementaire. Très bien. Non, mais je vous remercie de cet échange en tous les cas, mais je suis persuadé qu'on aura l'occasion de vous revoir parce que les choses ne sont pas aussi simples. Je veux parler à la fois des taxations financières, je ne sais pas techniquement comment on le fait et sur quel périmètre. Parce que quand François Marc nous dit que 75% des transactions échappent à la régulation, ça veut dire que la taxation, à la limite, ne porterait que sur 25%. Et encore, donc l'idée au niveau moral, je la comprends très bien et j'adhère pleinement, je ne sais pas le faire techniquement. Ça me fait penser à Adopi, cette histoire. C'est qu'on aura toujours un métro de retard par rapport aux flingueurs, enfin, à tous ceux qui contournent toutes les règles. Et, je pense que la technique, hélas, de transaction à la nanoseconde, nous devancera à chaque fois. La deuxième, c'est sur les eurobonds. C'est là, je pense qu'on devrait avoir. J'aimerais bien qu'on ait un débat réel sur cette faisabilité d'abord. Et est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en la faisant? Enfin, quel est le périmètre? Qui joue? Autrement dit, on évoque l'Angleterre, etc., le Royaume-Uni. Bon, est-ce que c'est le périmètre de l'euro? Est-ce que c'est le périmètre de l'Union européenne? Comment ça se met en place? Bon,
il y a plein de questions là-dessous, sur lesquelles, en tous les cas, c'est pas ce soir qu'on va régler ça. Mais je vous remercie de s'être prêté, en tous les cas, à ce jeu de questions et de réponses. En attendant demain, si demain était la Pentecôte, ce serait pas mal. Je ne crois pas que l'Esprit Saint descendra sur le président de la République, mais je pense quand même qu'on devrait pouvoir avoir de bonnes nouvelles qui montrent la détermination de la France dans la construction européenne. L'Esprit Saint sur la tête du président de la République, on aura entendu de drôles de choses cet après-midi. La Pentecôte, c'est ça. Monsieur le ministre, je vous rappelle. Moi, je voudrais. C'est pas moi qui l'ai évoqué. Moi, je voudrais vous remercier. Vous connaissez parfaitement vos dossiers. Vous avez des idées arrêtées. Parfois, j'ai trouvé, mais on parle franchement, un peu trop. Moi, sur 2 sujets, je trouve que vous avez été un peu dur avec la Grèce, mais je suis partisan puisque je suis le président du groupe d'amitié de ce pays. Mais quand même, ce pays, il y a une troïka. Il y a maintenant des experts européens qui sont sur place. Bon, c'est quand même un pays européen. Il ne faudrait pas qu'on revienne à des errements, à ce qu'on a connu dans les rapports entre peuples et entre nations il y a un certain nombre d'années. Donc je vous ai trouvé un peu dur. Et puis je pense que quand on émet des critiques, il faut aussi s'examiner soi-même. Et je pense qu'on n'est pas exempt, nous, de toute critique. Et on est loin d'être parfait. Ensuite, vous m'avez un peu inquiété. Vous m'avez un peu inquiété, c'est peut-être pas le but, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque le débat sur l'élaboration du budget européen va se poursuivre dans cette fin d'année et sur le semestre 2012. Mais sachez que la politique de cohésion territoriale, elle est très importante pour nos collectivités, pour nos départements, pour nos régions, pour nos communes. La notion de région intermédiaire, ce n'est pas nous qui l'avons demandé. C'est le commissaire européen Johannes Hahn qui le propose au nom de la Commission. Il y a l'accord du Parlement européen et nous sommes un peu chagrins, toutes tendances politiques confondues, de voir le gouvernement français un peu à la traîne à ce sujet. Non, à la traîne, monsieur le ministre. Donc, l'avantage des parlementaires, ce qu'ils vous reçoivent, c'est d'avoir le dernier mot. Donc, moi, je voulais insister sur ces 2 points et puis vous remercier à nouveau de votre disponibilité. Je crois que nos collègues ont été très intéressés à cet échange qui se renouvellera, nous en sommes certains. Merci encore. Vous venez de suivre l'audition de Jean Leonetti. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires cet après-midi 16h30 avec l'examen du projet de loi de renforcement de la sécurité sanitaire. Il s'agit de la suite de l'affaire Mediator. Très bonne journée à tous.